Would like an espresso? Yeah, what else? Nespresso. You know the ad, most likely you know the coffee capsule. Probably you know the coffee machine, the design coffee machine. And certainly you've at least heard part of the story of reinventing retail and individual coffee consumption through this redesigning of the machine and the way the coffee is packaged. One of the men that were at the origin of this idea is Eric Favre, who is here with us today. He's no longer with the company, but he will tell us with his wife Anna Maria about how they came to that idea. And let's see what happened when they took a bag of coffee and turned it into tiny design premium capsules. Eric will speak French, so you have headsets on your desk. You turn the machine on channel 1 and you will get the English translation. Channel 1. Eric Favre, Anna Maria Favre. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Ne vous en faites pas, ne craignez rien, je ne suis pas Georges Clooney. J'essaierai de vous parler d'une autre passion, car lorsqu'on veut parler d'invention, on doit avant tout parler de passion. Et c'est pour cela que mon épouse m'accompagne, parce que sans cette passion à deux, je pense que le produit que George Clooney vend si bien avec sa propre personne n'aurait jamais existé. Mais comment peut-on devenir inventeur et qui étaient, selon moi, les premiers inventeurs? Certainement, c'est les Grecs. Parce qu'en Grèce, on a su et on a compris qu'il fallait mettre un peu d'ordre et organiser la pensée humaine par la philosophie. La philosophie a donné les mathématiques, la mathématique a donné la technologie et la science. Ensuite, il a fallu attendre assez longtemps pour voir Léonard de Vinci, qui, lui, a mêlé la sculpture, la peinture et aussi des sciences extrêmement novatrices qu'on a su utiliser que 4 siècles plus tard. Je passe sur tous les autres, mais il y en a un certainement que vous connaîtrez, c'est M. Eckert. M. Eckert est un de ces hommes de la fin du XIXe siècle, début du XXe, qui ont été des véritables inventeurs. Et ils ont été de tels inventeurs qu'ils ont créé leur propre industrie pour d'abord fabriquer leurs produits et ensuite le vendre. Car il ne sert à rien d'inventer quelque chose si on ne sait pas si un client existe et d'autre part si on ne sait pas communiquer à ce client comment le vendre. Et c'est pour ça que M. Eckert a inventé une machine qui faisait 20 tonnes avec 18 000 lumières et qui s'appelait le premier computer. Vous voyez que c'était une immense machine. Aujourd'hui, cette machine, et même il y a 10 ans, s'est résumée à cela et fait toutes les opérations de mathématiques modernes. Vous voyez qu'il a fallu la créativité, l'invention, la croyance et surtout la suite dans les idées de M. Eckert. On a vu beaucoup de gens de cette époque comme Henry Ford, les frères Lumière, Siemens, Werner Siemens, Henri Nestlé, pour ne pas citer que quelques-uns, qui ont réellement inventé quelque chose, ont créé leur entreprise et ensuite ces entreprises sont devenues de véritables multinationales et monstres économiques. C'est pour cela que je tenais à vous parler de cela, car en fait, je crois que vous êtes le ciment de ceux qui vont construire le futur du XXIe siècle. Et j'espère que vous aurez pas seulement la volonté d'inventer, mais surtout la volonté de vendre et par là de vendre et communiquer votre passion. Évidemment, pourquoi j'ai pensé à cette capsule Nespresso? C'est parce que j'étais chez Nestlé en 1975. En 2 jours, j'avais fait toutes les activités de mon job, mais évidemment, j'avais beaucoup de temps libre. Au lieu de faire radio couloir et perdre son temps en regardant sa montre, je cherchais qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux. Étant dans le packaging, j'ai entendu le responsable du marketing qu'une solution idéale serait de mettre le café soluble, le Nescafé, dans un sachet. Et si on le met dans un sachet, on le mettra dans ces gros monstres qu'on voit dans les buffets de gare et autres services de distribution rapide espresso. Et comme ça, on fera le meilleur espresso du monde. Alors, je suis remonté
chez ma femme, parce que j'habitais au-dessus de Vevey, au Mont-Pèlerin, et je lui dis, regarde, j'ai une idée géniale, je veux te faire plaisir, je veux faire le meilleur café espresso du monde pour monsieur et madame chez eux. Elle part d'un grand éclat de rire, et c'est normal, parce qu'elle est fille d'une hôtellerie en Italie, et toute jeune, elle faisait préparer les cafés. Alors elle m'a dit, mais tu ne peux pas faire un café si tu ne sais même pas ce que c'est qu'un café. Alors elle m'a fait parcourir toute l'Italie, du nord au sud, d'est en ouest. Je l'ai découvert pas par ses beautés architecturales ou géologiques, mais avant tout par les bars. Et je me suis arrêté chez San Eustachio, un petit bar d'une petite place du même nom, où se trouvait en fait un lieu où il y avait des files indéfinies de gens, des vrais Romains, pas des touristes, qui attendaient leur tour pour prendre un café que préparait Eugenio. Et Eugenio, en fait, avait, lui, compris, comme Alain Ducasse, comme Girardet, comment faire le meilleur café du monde. Et il n'avait pas besoin de faire de publicité, il suffisait de mettre ses lèvres dans ce café pour comprendre que lui seul savait faire le meilleur café. Alors j'avais bien compris que le café était important, j'avais compris que l'eau était importante, que sa machine est certainement importante, mais pourquoi Eugenio faisait mieux que tout le monde? Et là, j'ai utilisé mon épouse, pas seulement en tant qu'interprète, mais plutôt espionne, et petit à petit, elle est venue très amie de ce monsieur Eugenio pour lui poser les bonnes questions. Alors, monsieur Eugenio avait encore ses vieilles machines classiques à 4 pistons, et on ne pouvait pas tellement le déranger parce que pour préparer un seul café, il n'abaissait pas qu'une fois le piston comme tout le monde, mais il le relevait 3-4 fois. C'est un véritable chef d'orchestre. Et petit à petit, Anna a su lui poser des questions. Mais pourquoi ça coule mal, comme tu le dis? Mais en fait, je vois toujours couler du café. Vous pouvez penser que j'ai visité avec elle plusieurs fois ce lieu à des temps différents pour percer le mystère. Et tout à coup, j'ai trouvé, en fait, bien sûr que le café est important, bien sûr que l'eau est importante, bien sûr que la qualité de la machine était importante, mais chaque fois que Eugenio relevait son piston, il arrêtait le flux, bien sûr, mais en même temps, il attirait de l'air dans la capsule. Et là, c'est l'invention. L'invention, vous ne la faites pas sur place, vous la faites à un autre moment, parce que ça se fait dans votre tête, dans votre subconscient. Et tout à coup, Eureka, réellement, c'est la vérité. Ma femme pourrait vous le confirmer. J'étais dans ma baignoire, de retour en Suisse, en écoutant de la musique classique un samedi soir, et tout à coup, j'ai dit zut, plutôt merde, mais j'avais trouvé et tout compris. Gros problème, quand vous avez tout compris, c'est que vous-même, vous savez tout, et vous savez même jusqu'à ce que ce sera aujourd'hui Nespresso, mais en fait, il n'existe pas de mots. Il n'existe pas de gens qui peuvent vous comprendre parce qu'il n'y a pas le langage. Et enfin, il n'y a personne qui vous croira. Le lendemain, je vérifie, je mets dans un cylindre solide dans un laboratoire. J'ai été bien sûr en dehors des essais normaux. J'ai mis un filtre, j'ai mis du café, j'ai mis de l'eau chaude et j'ai mis de l'air à 200 bars. J'ouvre la petite vanne, parce que ce n'était pas une machine à café, et il sort une crème, pas de la crème de gruyère, mais de la crème de café. Donc, j'avais compris dès ce moment-là que le café espresso, c'était de l'air ajouté à de l'eau qui se mélangeait au café. Et l'inventeur comprend immédiatement que pourquoi l'air est si importante, c'est que l'air a 20% d'oxygène, et les arômes, si vous savez un peu de chimie, un arôme ou un parfum ne sent rien s'il n'est pas oxydé. Donc, avec les 20% d'air que vous mettez dans l'eau, il va immédiatement entrer en contact avec les arômes, les saveurs et les parfums du café ou des autres produits végétaux que vous pouvez mettre dedans. Et dès ce moment-là, vous extrayez un café qui est beaucoup plus fort. Et c'est vrai que physiquement, vous mesurez, il a beaucoup, beaucoup moins d'arômes. Et en fait, il a beaucoup plus de saveurs. Pourquoi il a plus de saveurs? C'est parce que l'air, c'est comme le Coca-Cola qui a du gaz ou un Coca-Cola sans gaz, les petites bulles éclatent dans votre bouche, et quand elles éclatent dans votre bouche, inévitablement, vous avez vos papilles gustatives qui sont réveillées, et parce qu'elles sont réveillées, eh bien, vous sentez beaucoup mieux le produit. Et c'est grâce à Anna qui, en permanence, me poussait à aller plus loin, me dépasser. J'ai voulu très très vite lui apporter à la maison cette petite capsule, cette petite merveille qui pourrait faire le produit. Et comme vous le voyez, en quelques mois,
on passe d'une demi-sphère, parce que c'est normal, c'est là qu'on peut concentrer le plus d'énergie avec le moins d'emballage possible, et puis on en arrive déjà à la capsule aujourd'hui. Après, il faut le vendre. Et quand il faut le vendre, c'est beaucoup plus difficile. Et là, j'usais des moyens, puisqu'en 1977, on le buvait, consommait régulièrement à la maison. Mon épouse invitait tous ses amis ou des visites de passage. On savait que c'était une révolution. Alors, en 1985, M. Maurer m'a demandé de créer la société Nespresso, mais il fallait non seulement avoir un nom, mais savoir vendre ce produit. Et comment vendre un produit tel que Nespresso? Alors, on avait chargé 3 grands groupes de communication qui m'avaient proposé une centaine d'N. Je me souviens que celui de Zurich, Zinsmeyer, m'a dit une fois « Eric, j'en ai marre, je ne comprends rien de ce que tu veux. Avec 100 N de toutes les formes, il n'y en a aucun qui te plaise. Pourtant, ils ne sont pas comme le N de Nescafé, comme tu ne le voulais pas, ni le N de Nestlé. Alors, que veux-tu » Et là me vient une idée. C'est là qu'on voit que c'est le créateur avec le créatif. S'il y a une communication, les choses peuvent devenir grandes. Je lui dis, écoute, l'espresso que j'ai bu jusqu'à aujourd'hui et que j'ai vu boire est toujours un produit très viril, un produit d'homme. Alors que Nespresso, si je regarde chez mon épouse, ceux qui viennent chez nous, ceux qui disent tout de suite c'est extraordinaire, c'est des nanas. Alors, il faut... Il me dit, mais j'ai compris. Et il fait venir sa charmante assistante, qui était très jolie, il faut dire, belle noiraude, et il lui fait enlever les 2 souliers, et voilà comment est né le N de Nespresso. Et vous voyez que lorsque vous avez su communiquer vos propres origines, vos propres croyances en tant qu'inventeur, jusqu'à la communication finale, il est évident que vous allez communiquer toujours par les dames pour faire rebondir votre produit, qui est pourtant un peu viril, chez l'homme. Donc le choix de Georges Clooney ne me déplaît pas, parce qu'il ne me plaît pas à moi, mais il plaît certainement beaucoup aux dames. Voilà pourquoi, en 1990, l'histoire du pionnier chez Nespresso avait fait son temps. Vous savez, quand vous avez changé une culture d'entreprise d'une immense multinationale, il est extrêmement difficile de vouloir perdurer. Et c'est pour cela que j'étais d'accord avec tous les patrons que le temps était venu et je devais le quitter. Je ne voulais plus travailler sur un tel produit. Avec mon esprit inventif, je pensais bien trouver autre chose. Mais plus tard, je me suis souvenu qu'il y avait un problème rédhibitoire, pour ne pas dire mortel, dans la capsule Nespresso de l'époque. C'est que le filtre, qui devait supporter près de 150 kg pendant l'extraction, était contenu dans l'emballage, donc jeté à chaque consommation, et faisait grosso modo 65 à 70% de l'aluminium. Donc avec les 2,5 milliards de capsules qu'ils font aujourd'hui, vous voyez les tonnes d'aluminium qui seraient jetées dans la nature. Même si elle est récupérée, c'est des pertes d'énergie impensables. Et c'est là que j'ai vu, en sortant de l'église qui est derrière, ce pont qui m'avait marqué, mais longtemps auparavant, parce que je ne savais plus où je trouvais ce pont. Et ce qui m'avait marqué, c'était que ce pont romain, que vous voyez, ici, c'est en fait la barrière qui soutient le passage pour éviter que les gens tombent, mais la forme idéale, celle-ci, est la forme qui tient le pont depuis 2 siècles, et 2000 ans, excusez-moi, pas 2 siècles, 2000 ans. Et avant, il était construit pour les passages à pied à cheval. Aujourd'hui, il passe des petites camionnettes chargées de métaux. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais c'est très simple. Si tu fais le contraire de ce pont qui a tenu 2000 ans, tu le fais fin dans ses bords et épais en son centre, tu vas pouvoir créer le fameux phénomène de flambage. Et donc, tu peux calculer le moment où il va s'écraser et s'enfoncer sur des pointes qui perceront ton fond et qui permettra d'introduire le filtre à l'intérieur. Et voilà pourquoi la pointe, après c'est très simple, même si techniquement c'est difficile, puisqu'il fallait une pointe très pointue, comme vous voyez, avec les trous au sommet, et ensuite le trou du café sort à travers la pointe. Au moment où le fond de la capsule s'empale, il vient se loger entre les pointes et le café part à l'extérieur. Évidemment, cette invention a permis, comme à Nespresso, de passer au système nouveau que vous connaissez depuis 1994,
qui évidemment utilisait notre brevet de 90, qui permet aujourd'hui de supprimer le filtre dans la capsule Nespresso. Juste un petit mot pour vous dire que l'invention, c'est très différent de l'innovation. Toutes les deux ont énormément de valeur, mais les inventeurs se comptent peut-être en beaucoup plus petit nombre que les innovateurs. Les innovateurs, vous les trouverez dans des grands laboratoires. L'inventeur, généralement, a besoin de beaucoup plus de liberté, et j'espère que vous soyez ceux-là. Une invention, on me demande toujours, est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est dans l'appris? Ou c'est au contact d'autres inventeurs. Mon père est inventeur et il a vécu toute sa vie grâce à l'invention qu'il a faite à 18 ans. Et comme il a créé son entreprise, il ne l'a pas modifiée. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'inventeurs, quand ils veulent vendre, on leur dit « mais non, ça ne va pas, il faudrait faire un peu différemment ». Puis ils font différemment. Pour finir, on a un arbre de Noël avant qu'il soit garni. Donc il ne vaut mieux pas se penser que vous devez changer pour vous adapter à la demande du client, mais vous devez trouver le chemin par lequel le client sera attiré. Donc, je crois que c'est au contact des inventeurs et peut-être dans les gènes qu'on peut trouver les meilleurs moyens d'inventer. Deux mots quand même des brevets. Le brevet, beaucoup de gens en parlent, mais il ne faut pas oublier que c'est simplement un état photographié au moment de l'invention, c'est-à-dire où l'affaire est encore très difficile à communiquer parce que pas clair dans la tête de l'inventeur, et en plus n'a pas été réalisé. Parce que si vous le faites trop tard, c'est d'autres qui vont prendre des brevets annexes, et comme vous devez faire un brevet mondial, eh bien vous serez certainement, tôt ou tard, limité dans certains pays. Et avec la mondialisation, un bon brevet, vous devez le déposer dans environ 30 pays, et pour le défendre dans sa totalité d'invention, vous êtes obligé de compter grosso modo 600 000 francs suisses, donc 400 000 €, pour avoir une bonne défense. Et pour obtenir le brevet dans tous les pays, il faut peut-être attendre 15 ans. Le dernier de Nespresso, il a fallu 16 ans. Le dernier de Monodore a été acquis il y a une année ou deux. Quand vous avez trouvé votre idée, vous dites « mais tout le monde devrait avoir eu cette idée-là ». Et ensuite, vous allez chercher avec votre spécialiste en brevet, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 100 personnes qui ont déjà eu cette idée, qui l'ont presque réalisée. Par exemple, Rossi, en 1933, avait déjà fait quasi la capsule type Monodore ou autre. Et en fait, il n'a jamais su la faire fonctionner parce qu'il lui manquait la seule chose que tous ceux-ci, parce que tous les gris, c'est ceux qui n'ont jamais inventé quelque chose qui pouvait se vendre, eh bien, il leur manquait la compréhension de l'air. En fait, je n'ai pas inventé une capsule, j'ai inventé une formule, c'est ceci qui est beaucoup plus fort. Alors, Monodore, aujourd'hui, est une société familiale qui cherche avant tout à trouver les meilleures solutions écologiques, économiques pour un produit qui va certainement prendre encore beaucoup plus d'ampleur. Si aujourd'hui, ça couvre grosso modo 1% des boissons café consommées dans le monde, je suis certain qu'on atteindra les 20% d'ici 20-25 ans. C'est pour cela qu'il faut être très économique et c'est aussi pour cela que la capsule Monodore qui est en polypropylène, c'est 7 couches de polypropylène différents qui permettent d'obtenir les mêmes garanties que de l'aluminium, mais qui par contre ne consomment que très très peu d'emballage puisque le 12% est l'emballage de la capsule par rapport au café. Tous les autres capsules, évidemment, c'est des innovations en copiant un peu les produits existants. Et par ces innovations, ils arrivent jusqu'à 45-50% d'emballage, donc ils sont appelés à la mort, tôt ou tard. Et certainement, à la lecture de l'histoire des capsules, on se rendra compte que les Tassimo et autres, c'était des péripéties de développement d'un produit dès son début. Comment peut-on organiser une société rapidement à côté d'un grand groupe comme Nestlé? La seule manière, c'est de faire appel aux autres, aux gens de l'extérieur. Et c'est pour cela que nous avons concentré chez Monodore une toute petite équipe, les gens qui connaissent l'ensemble. Mais par contre, on fait appel aux spécialistes du plastique, le spécialiste de la machine, le spécialiste de la pompe, le spécialiste de l'air. Et chacun de ces centres de compétences, il y en a environ 400 personnes qui travaillent en permanence pour nous, nous ont permis d'atteindre très rapidement les résultats aussi forts que des centres de recherche de Nestlé, de Kraft ou d'autres. Et c'est pour ça que nous sommes enviés aujourd'hui sur ce marché et nous avons la possibilité de nous étendre puisque nous avons fait plus
de 500 millions de capsules aujourd'hui sous la forme Monodore, sous forme de licence. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer et Monodore va devenir un peu un tétrapack qui va donner la possibilité à des grands groupes de vendre le produit Monodore sous des formes diverses. Par exemple, le produit professionnel dans les bars ou les restaurants et le produit grande consommation dans les grands circuits de distribution mondiaux qui nous attendent et qui nous demandent. Mais là, c'est des centaines de milliers de machines qui doivent être fabriquées rapidement et c'est pour ça que nous avons de plus en plus de grands groupes derrière nous. Une dernière petite chose, depuis 1990, nous savions que l'air était essentiel, qu'on pouvait extraire tous les arômes et les parfums de tous les produits. Donc nous avons travaillé avec mon épouse à voir comment on pouvait extraire les meilleurs arômes du thé. Et évidemment, T-Presso va être lancé fin de cette année, début de l'année prochaine, mais c'est déjà 15 ans de recherche, 10 ans de dégustation permanente des jardins de thé du monde, parce que le thé, c'est un produit essentiel qui n'a jamais eu d'évolution, de renouveau depuis longtemps, depuis la naissance du sachet, et qui, en fait, le sachet, par l'apport de papier et de colle, détruisent un produit aussi noble que le thé. N'oublions pas que le thé est un véritable parfum. Nous avons une tasse que nous avons développée et brevetée avec M. Pasco, qui a fait les verres impitoyables verres de Bordeaux, et breveté dans les années 80-90, qui sont la référence. Il a fait la même chose pour le thé, et on voit que le thé se boit lorsqu'on met un quart de liquide, un quart ce sera les arômes végétaux, le quart supérieur sera les arômes fruités, et en dessus c'est les arômes floraux. Dans le café, ce n'est pas nécessaire, les arômes floraux, parce qu'ils sont tellement puissants. Vous savez très bien qu'on entre avec une tasse de café, surtout une tasse de café espresso dans une chambre, on sent déjà le café sans le boire, alors que le thé est extrêmement délicat, pas comme le parfum le plus sensible, et c'est pour cela que nous devons le canaliser et le garder jusqu'à nos narines. Et c'est ainsi que nous allons directement sur place voir les meilleurs jardins. Le meilleur jardin du monde, c'est Chamong. Comme vous voyez, chacun de ces petits buissons produisent 50 grammes de thé pendant une année. Et donc, chaque fois qu'on a été les voir, récolter, on voit dans ces jardins, il y en a 13, ce monsieur, les 13 jardins du Darjeeling, il y a 15 000 personnes chaque matin à cette heure qui commencent à cueillir les feuilles de thé. Ensuite, évidemment, il faut savoir récolter, et c'est généralement les dames les plus âgées qui savent récolter les feuilles de thé les plus nobles. Et nous-mêmes, on s'est rendu compte que le meilleur des jardins, Chamong, il n'y a seulement qu'une partie avec son propriétaire qui sera bonne pour les premières capsules T-Presso, et celles-ci seront mises en capsule directement chez le producteur. Ainsi, nous ne sommes plus un prédateur, nous sommes simplement un vecteur entre celui qui a développé, créé son thé, il va le mettre directement dans la capsule, et comme le conférencier l'a très bien dit précédemment, eh bien, on va utiliser des moyens pour spécifier chacune des capsules, et notre machine qui est déjà prête va reconnaître les 7 paramètres nécessaires pour extraire un thé. Pour extraire un thé, à votre grande surprise, eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir 90 degrés, donc de l'eau bouillante. La plupart des thés, on l'a fait avec des dégustateurs de vin, eh bien, doivent être extraits à 70, 75 degrés, maximum 82 degrés, car vous brûlez tous ces parfums délicats. Merci beaucoup de votre écoute, et j'espère que vous deviendrez tous des créateurs. Posez-vous toujours des questions. Ne soyez jamais content de quelque chose, c'est normal, c'est naturel. Percez le secret et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent lorsqu'on pousse la porte. Merci beaucoup. Merci Eric.